Bonjour. Hello, hello les amis, salut Nico, bienvenue à bord du Gaia World Tour. Mais quelle nuit incroyable! Est-ce que vous avez dormi vous? Parce qu'entre le Brésil, le Pacifique, l'Asie, Green is the New Black, Small Island, Big Song, c'était juste magique. Si vous avez dormi, je vous encourage à regarder le replay après la fin de l'émission. Nico, comment ça va? Moi, je confirme, j'ai pas beaucoup dormi hein, parce on était derrière, on était aux manettes et du coup, tout s'est bien passé. Désolé pour les internautes qu'on a eu des petits problèmes sur Facebook, mais voilà, c'est ça. On est une organisation à but non lucratif et donc on est là, au four et au moulin. Et en tout cas, on est à l'antenne et heureux de vous recevoir pour ton émission, Alexia. Alors, de quoi tu nous parles pour commencer cette quatrième partie? Avant de te dire ça, de te dire de quoi on va parler, je voulais remercier l'équipe en coulisses qui assure vraiment. Je sais plus à combien d'heures d'émission on est là, mais c'est juste magique ce qui est en train de se passer. Donc on va parler des droits de la nature. On a des invités incroyables sur le plateau. Valérie Cabanès, Camille de Toledo, Frédéric Pitaval, pardon. Et avant de démarrer avec nos invités, on va écouter la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essemlali, qui nous donne son témoignage sur la biodiversité. Allez, c'est parti. Bonjour Lamia, merci de participer au Gaia World Tour. Donc c'est 30 heures d'émission pour la biodiversité à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. C'est aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Lamia Semladi, je suis présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global. Donc je travaille sur des campagnes de protection de l'océan au niveau national et international. Et je suis aussi coprésidente et porte-parole de Rewild, qui est une association qui œuvre pour le réensauvagement d'animaux captifs. Magnifique. Et Rewild, c'est une association internationale également. Non, c'est pour l'instant c'est une association vraiment française et puis c'est vraiment tout récent. On a réussi à racheter un zoo en décembre 2019 et là on est en plein dans le réaménagement, le soin aux animaux et on attaque la phase de réhabilitation pour des prochains relâchés ou sanctuarisation. Ah super, bah, c'est vraiment raccord avec cette émission sur la biodiversité. Donc dans tes actions, tu as vraiment un impact important, concret, une action concrète sur la préservation de la biodiversité, donc en mer, mais aussi à terre. Ben, en fait, oui, c'est vrai que c'est ce qui m'a plu dès le départ avec Sea Shepherd, c'est que c'est extrêmement concret. Donc, c'est dépasser le stade de la protestation ou du constat et vraiment aller au charbon sur le terrain, lutter pour empêcher les atteintes illégales à la vie marine. Et du coup, ça permet de mettre en place des actions coup de poing qui font parler des sujets, qui les mettent sous la table, qui ont un intérêt médiatique et qui interpellent l'opinion publique parce que c'est extrêmement concret, justement. Oui, on se souvient d'une des dernières actions, enfin une qui m'a marqué, que j'ai adoré, c'est avec Guillaume Néry sur le champ des baleines. C'est vrai que vous êtes. Alors oui, bah, ça c'est une opération de communication en fait qui nous a été offerte par une agence de pub et mais qui véhicule l'essence du message. Hein. On est tous responsables, on a tous un impact sur l'océan, qu'on vive près ou loin de la mer. Et ce premier impact, il est parce qu'on choisit de mettre dans son assiette, puisqu'aujourd'hui la première menace qui pèse sur la survie de l'océan, c'est la pêche. Et donc les poissons qu'on a dans nos assiettes et c'était chouette de compter sur Guillaume Néry et sur cette agence pour faire passer ce message en combinant les images très fortes de Sea Shepherd et ce message-là. Donc vous avez des navires engagés concrètement sur l'eau pour un ou plusieurs navires, je ne sais pas exactement pour. D'accord. Combien de navires vous avez actuellement? Alors, on a une dizaine de bateaux. Ça a beaucoup changé parce que quand j'ai rejoint Sea Shepherd en 2005, on en avait un seul et on avait du mal à financer plus d'une campagne par an. Aujourd'hui, donc, on a une dizaine de bateaux et sur l'année dernière, on a pu boucler 23 missions. Mais on est encore dans une problématique où on est obligé de sacrifier des campagnes et de sacrifier des combats parce que même si on a les bateaux, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut les utiliser, qu'on a les fonds pour financer le carburant ou la mission en question. En fait, le plus dur, c'est pas d'avoir les bateaux, c'est de pouvoir les entretenir et de financer les campagnes. Et comme on est à 100% financé par des dons privés, donc monsieur et madame tout le monde,
On n'est pas du tout dépendant des États, hein, et c'est un choix. C'est ce qui nous donne aussi une liberté d'action, une liberté de parole qui n'a pas de prix. Mais du coup, ça a aussi un coût. C'est qu'on est complètement dépendant du soutien des particuliers, et l'image que renvoie Sea Shepherd, c'est l'image d'une énorme organisation, justement parce qu'on a des navires, parce que il y a des campagnes médiatiques, alors qu'en fait on est beaucoup plus petit que l'image qu'on peut renvoyer, et du coup c'est vrai que ça reste très important que les gens soutiennent, parce que en fait sans ça les bateaux restent à quai. Vous êtes déployés dans le monde entier? Alors, pas forcément à un instant T, mais on a des missions sur tous les océans de la planète, hein, y compris pendant près d'une quinzaine d'années dans l'océan Antarctique. Donc, pour les baleines, la chasse baleinière, ça a été une campagne emblématique de Sea Shepherd qu'on a fini par gagner, hein, puisque les Japon se sont retirés du sanctuaire antarctique. Mais sinon, oui, on a des missions en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest. On a de plus en plus de partenariats avec les gouvernements pour lutter contre la surpêche et la pêche illégale en Afrique de l'Ouest. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser un bateau à l'année en mer Méditerranée, qui est la mer la plus surpêchée au monde. Et la plus polluée. Et la plus polluée, mais la plus surpêchée, et ça, les gens le savent moins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en mer Méditerranée, plus de 92% des bateaux de pêche font moins de 12 mètres et font de la pêche locale. Et il n'empêche que c'est la mer la plus surpêchée au monde, qui est à l'agonie complète. Et donc, il y a un très gros enjeu qui se joue en Méditerranée, qui mériterait qu'on puisse être présent à l'année. Donc, c'est vraiment notre objectif à court terme. Ok, avec les Gaia World Tour, on fait passer le message pour les contributeurs et pour faire prendre conscience évidemment de ces problèmes, notamment en Méditerranée. Moi, je suis navigatrice et basée en Méditerranée. Je suis vraiment touchée par la surpêche, la pollution, mais aussi les problèmes migratoires. Tout ça, ça s'imbrique et c'est lié. Tout à fait. Complètement. Et sur une dernière question, est-ce que vous avez une action sur les rivières, par exemple, parce qu'on a des invités aujourd'hui qui sont hyper engagés, Camille de Toledo, Frédéric Pitaval et Valérie Cabane, sur ces problématiques de droit de la nature et droit de l'eau en général? Sur les rivières, on organise des nettoyages sur les rivières, puisque ce qui est dans les rivières, dans les fleuves, tout ça c'est lié à l'océan. Donc on a des missions des opérations de sensibilisation et de nettoyage là-dessus. On nous remonte de plus en plus d'informations sur des cas de braconnage dans les rivières. Voilà, donc tout ça c'est des dossiers sur lesquels on est amené à se pencher, à faire des recours juridiques notamment. Voilà, pour l'essentiel, c'est ça. Ok, super. Et est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs, à nos internautes qui suivent cette émission sur la biodiversité pour leur donner envie, un message d'espoir aussi, et leur donner envie de prendre le lead et dans leur vie de changer quelque chose pour préserver la biodiversité? Moi, je cite souvent cette citation de Romain Gary que j'adore, qui est que dans un monde où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. La biodiversité, c'est nous aussi, on en fait complètement partie, on est indissociable, on en dépend complètement, bien plus qu'elle ne dépend de nous. Et donc, lutter pour préserver la biodiversité, c'est lutter pour préserver la vie et celle des générations futures aussi. Donc, ceux qui ont des enfants devraient se sentir particulièrement concernés. Voilà, il n'y a pas de plus belle cause que celle-là, il n'y a pas d'évidence plus flagrante. Et je pense que c'est aussi le meilleur remède à la dépression que le fait d'agir, et d'agir pour une cause aussi noble que celle-là. Magnifique, merci pour ce message, Lamia. Et écoute, on t'invitera à nouveau dans nos prochaines émissions parce que tu es toujours super inspirante pour nous et pour les internautes qui nous suivent. Et bon courage pour tes actions avec Sea Shepherd. Merci beaucoup. Gary Wild qui est en train de naître et qui va grandir, j'espère. J'espère. Merci, avec plaisir. Merci à Lamia pour ce témoignage. Alors, la crise actuelle renforce la conviction de l'urgence à mettre en place des outils juridiques pour protéger nos écosystèmes. Aujourd'hui, nous avons Valérie Cabanès. Bonjour Valérie. Bonjour. Juriste du droit international spécialisée dans les droits de l'homme et les droits humanitaires, impliquée dans la défense des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. J'ai une première question pour toi, Valérie.
L'Assemblée générale des Nations unies a ouvert en 2011 un dialogue sur la notion d'harmonie avec la nature. Où en sommes-nous? Alors effectivement, c'est une initiative interne aux Nations Unies qui a été initiée par la Bolivie en 2010 au sommet de Cochabamba, le sommet des peuples et le changement climatique. D'ailleurs, a été rédigée par des associations, par des populations autochtones, avec le soutien de certains États, une déclaration universelle des droits de la nature qui n'a pas été encore signée, bien évidemment, par les États, mais qui a donc permis à cette initiative de prendre de l'importance aux Nations Unies. Elle a été votée par une résolution dès 2009 et revotée chaque année. C'est-à-dire que l'Assemblée générale des États du monde ont accepté donc d'aider, de financer cette initiative qui vise à promouvoir, en fait les premières années, elle essayait surtout de promouvoir dans le discours des Nations Unies la prise de conscience de nos liens d'interdépendance avec le reste du monde vivant et progressivement donc d'inscrire dans l'agenda des Nations Unies cette idée que l'on doit réapprendre à vivre en harmonie avec la nature. Et depuis 2-3 ans, en fait depuis le dialogue, même un peu plus, 2016, puisque j'ai intégré le dialogue interne à cette initiative en tant qu'expert sur les droits humains et les droits des peuples autochtones, on commence donc à amener dans le discours des Nations Unies l'idée des droits de la nature. Et pour le jour de la Terre l'année dernière, j'ai été invitée aux Nations Unies le 22 avril pour parler des droits de la nature, pour parler du respect des limites écologiques, des limites planétaires. Voilà, donc c'est un débat qui s'amorce, mais qui est inspirant parce que ça veut dire que il y a des personnes, je dirais des petites fourmis à l'intérieur des Nations Unies qui essayent de faire avancer ces idées. Super. La notion est-ce que tu peux nous en dire plus sur la notion de jurisprudence de la Terre? Alors en fait c'est d'abord un courant de pensée. En anglais on appelle ça Earth Law, hein, le droit de la Terre, le droit de la Terre, la loi de la Terre si vous voulez, qui a été en fait qui n'a pas été amorcée par les peuples autochtones. Alors déjà pourquoi? Tout simplement parce que pour les populations autochtones, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la nature, il n'y a pas de distinction entre la nature et la culture, comme l'explique Descola, et les droits de la nature sont, je dirais, intangibles, ils sont préexistants aux nôtres et ils déterminent nos droits. C'est-à-dire que si la nature est en bonne santé, nous pouvons être en bonne santé. Donc, dans la pensée autochtone et dans le droit dit coutumier, c'est-à-dire le droit non écrit, les droits de la nature sont une telle évidence qu'ils n'ont jamais eu besoin de l'énoncer. Donc il a fallu que ce soit des Occidentaux qui s'y penchent et qui remettent en question le modèle dominant occidental, où le droit est anthropocentré, c'est-à-dire qu'il a été construit pour l'homme, en s'appuyant sur des fondements d'abord religieux, les monothéismes, qui ont assis l'idée dans nos esprits et dans notre inconscient que l'homme était maître du monde, à l'image de Dieu, que tout ce qui rampait, volait, nageait, poussait était là pour nous et seulement pour nous. C'est écrit malheureusement dans la Genèse. Et puis ensuite, la pensée occidentale, l'époque des Lumières, la pensée mécaniste et la quête du progrès nous a conduit à penser que nous pouvions regarder la Terre comme un puits infini de ressources, au point, effectivement, de la spoiler et de la mettre en danger. Nous mettons concrètement en danger aujourd'hui la vie sur Terre, puisque nous sommes entrés dans une 6e extinction des espèces. Et ces penseurs, donc, je pense à Thomas Perry, je pense à Rachel Carlson, avec son plaidoyer pour les oiseaux qui disparaissaient à cause des pesticides. Je pense à des juristes qui ont œuvré pour reconnaître, comme Christopher Stone, dès 72, forêt de séquoia comme sujet de droit aux États-Unis face à un projet de Disneyland. Et ces personnes-là ont amorcé
ce mouvement de la jurisprudence de la Terre, c'est-à-dire ont posé les bases de cette pensée qui est il faut aujourd'hui que la nature puisse se défendre en justice, il faut que les éléments de la nature puissent défendre leur rôle à jouer écosystémique. Et c'est devenu une jurisprudence parce que dans le monde aujourd'hui, il y a dans plein de pays, sur tous les continents, sauf l'Europe, des cas, soit effectivement de reconnaissance de droits de la nature, comme en Équateur, qui a constitutionnellement reconnu les droits de la nature et qui permet aujourd'hui des procès où la nature, enfin en tout cas des écosystèmes, des espèces animales gagnent face à des projets industriels. On écoutait l'AMIA et l'océan, par exemple, en Équateur. On a trouvé dans les îles Galapagos un bateau chinois de 100 mètres qui avait été pêché pour les ailerons et pour la Chine. Et le juge a considéré que cette atteinte faite à l'espèce requin était même criminelle et a fait détruire le bateau et a mis l'équipage en prison. En fait, il a considéré que cette action était une atteinte grave à l'écosystème terrestre et à l'espèce requin. C'est-à-dire qu'en fait, il a reconnu sans utiliser le mot que c'était un écocide. Et ça, c'est un des plaidoyers que je mène aussi, c'est-à-dire de dire il faut reconnaître une personnalité juridique à la nature pour qu'elle défende son intérêt à exister et finalement en protégeant la nature, on protège les droits fondamentaux des générations présentes et futures, puisqu'en fait notre droit à l'eau, notre droit à la santé, notre droit à l'alimentation, notre droit même à l'habitat sont conditionnés par la bonne santé de l'écosystème terrestre. Et puis si effectivement cette atteinte fait peser une véritable menace sur les droits du vivant en général et les droits de l'humanité en particulier, alors il faut les reconnaître comme des atteintes criminelles, comme des écocides. Voilà, donc l'Équateur a été pionnier. Et puis ensuite, il y a des jurisprudences qui sont faites par des juges. En Colombie, par exemple, les droits de la nature ne sont pas inscrits dans la loi, mais les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, les tribunaux administratifs, depuis quelques années, reconnaissent, par exemple, la forêt amazonienne comme sujet de droit, des fleuves, des rivières, des hauts plateaux, des espèces animales, comme l'ours à lunettes, comme le jaguar, et permettent ainsi d'inscrire progressivement dans le droit et même en même temps dans nos consciences cette possibilité, cette réalité que l'on pourrait très bien aujourd'hui dire à partir du moment où une entreprise a le droit de se défendre en justice, pourquoi un fleuve, par exemple, ne pourrait pas se défendre en justice pour maintenir sa pleine santé et maintenir son rôle écosystémique. Et des cas comme ça, il y en a partout. Il y en a en Inde, il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a aux États-Unis, même des villes américaines. Il y en a en Bolivie, il y en a au Brésil, en Argentine. Donc j'espère que cela va avancer aussi en Europe. Et je suis ravie que Camille de Toledo soit là, que Frédéric Pitaval soit là, parce que vous allez voir, grâce à eux, qu'il y a des expériences qui sont menées pour amener à cette conscience et peut-être à cette révolution juridique. Super, merci Valérie. Ouais, justement, super pour la transition. Merci. En fait, on pense global, mais repenser nos modes de gouvernance à l'échelle locale, c'est aussi très important, notamment avec cet exemple de l'Équateur. Mais Camille, on a aussi un exemple, Camille de Toledo, pardon, je vais te présenter, écrivain juriste, docteur en littérature comparée, engagé pour une reconnaissance juridique des éléments de la nature. Sur le fleuve la Loire, vous entreprenez aussi une réflexion et des textes pour mettre un cadre juridique au droit de ce fleuve. Et donc je reviens sur cet exemple de la Nouvelle-Zélande. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais on a cet exemple Wanganawi, un fleuve qui, en son nom, a pu déposer plainte. Donc ça peut être inspirant aussi pour ce que vous faites au niveau de la Loire. On n'a pas le son, Camille, désolée. Camille, je pense que c'est votre micro qui est mal branché puisque, d'après le logiciel, votre micro est actif. On peut reçoit pas. sans les écouteurs.
Essayez sur les écouteurs peut-être, Camille. Débranchez tout. Débranche tout. Bon, toujours pas. Alors petit cours vite fait, c'est ça aussi Internet, on vous l'a dit, hein, on est une chaîne comme ça, à partisane. On fait ça avec de la bonne volonté. Camille, en dessous, vous avez un petit réglage avec la petite roue, vous savez, de paramètres caméra micro. Vérifiez bien que votre micro est bien réglé sur la bonne entrée. Autrement, Nico, je te propose, on peut passer On le va mettre la film. vidéo, voilà, et Tout puis on à en fait. parle après. Voilà, très bien. Eh ben, super. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez. Je m'appelle Camille de Toledo, je suis écrivain. J'ai travaillé beaucoup sur des histoires de fiction potentielle. Donc j'ai mis au service, en quelque sorte, l'écriture au service de manière de transformer la façon dont on a de gouverner le vivant, de gouverner, de penser les institutions. Et peut-être que ce qui me conduit à traiter de ces questions autour des auditions du Parlement de Loire, humain, non humain, vient beaucoup de mon travail sur la traduction, sur les langues, sur le langage, puisque lorsque l'on parle d'éléments de la nature, que ce soit un fleuve, des montagnes, un lac, une forêt, on va tout de suite faire face à une question de langage. Quelle langue parle le monde? Et comment est-ce qu'on va parvenir à entendre cette langue du monde, des mondes, de cette langue des éléments de la nature? Et lorsqu'on pense à la forme Parlement, Parlement de Loire, immédiatement on est face à cette question. Comment est-ce que l'on va faire entrer ces éléments de la nature, notamment à partir de la question du langage, dans la représentation? Pour comprendre les enjeux juridiques, philosophiques, politiques d'une personnalisation juridique du fleuve, il faut simplement peut-être partir de la crise écologique, de la crise bioclimatique, du problème de réchauffement planétaire, de la destruction de la biodiversité. Et simplement se figurer la chose de la manière suivante. Jusqu'à ce qu'on personnalise juridiquement les éléments de la nature, on avait un monde naturel qui était traité comme des choses, un ensemble de choses, et donc qui était exploitable, instrumentalisable comme des choses, alors qu'on appelle ça des ressources, mais en tout cas, c'est tout ce monde extractiviste qui disait, voilà, c'est des choses. Donc tout ça n'a pas de droit. Et la révolution juridique, elle consiste en quoi? Elle consiste à élever les éléments de la nature au statut de sujet. Donc au lieu que ce soit des objets, désormais ce seront des sujets avec des droits. Et en ce sens, on rééquilibre un petit peu juridiquement, ontologiquement, politiquement le monde. Tout d'un coup, on donne plus de pouvoir aux éléments de la nature. Alors, quand on parle de personnalisation juridique des éléments de la nature, en fait, on va se référer à un mouvement qui est en pleine accélération et qui a démarré de façon très factuelle en Nouvelle-Zélande par ce qu'on pourrait désigner comme l'émancipation juridique d'un fleuve, c'est-à-dire une loi en Nouvelle-Zélande en 2017 qui a donné des droits au troisième fleuve le plus long de Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Whanganui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fleuve, très concrètement, va en son nom pouvoir déposer des plaintes devant les tribunaux pour se défendre, pour défendre sa santé en tant qu'entité naturelle,
pour se défendre contre des pollueurs, contre des industries humaines, contre des usages du fleuve qui, disons, contreviennent à sa bonne santé. Et depuis cette décision, il y a eu des décisions judiciaires en Inde, en Colombie, et en fait, le processus de personnalisation juridique de la nature va très très vite. Ça va très 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 vite. Partout où il y a des milieux ruinés, pollués, etc., il y a un mouvement pour dire il faut donner des droits à ce milieu. Voilà. Ah non, on t'entend pas, toujours pas. C'est un mystère. Peut-être, Bon, Camille, vous avez on qu'à va pouvoir. vous reconnecter avec votre téléphone directement ou quelque chose pour pouvoir approfondir la conversation sur les droits des fleuves. On peut passer, si vous le souhaitez, à un autre fleuve en attendant que ça fonctionne, car on a la chance aussi d'avoir l'appel du Rhône sur le plateau avec l'association IDEO et Frédéric Pitaval. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Bon, on va continuer donc sur le cycle de l'eau, les droits des fleuves, et avant de pouvoir parler en direct avec Camille, donc on va se déplacer vers la Suisse et le Rhône, parce que aussi vous avez une initiative très intéressante. Alors tu m'avais évoqué ce chiffre fou, complètement fou, de 4200 litres d'eau par jour et par habitant sont consommés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exactement, c'est une moyenne suisse, mais également qui vaut pour la France. Je crois que c'est même un petit peu plus pour la France. C'est l'emprise hydrique finalement de tout habitant sur sa consommation d'eau versus les 160 litres d'eau en Europe que l'on en consomme généralement pour les usages domestiques. On s'aperçoit avec ce chiffre-là que finalement ce que l'on consomme et ce que l'on a comme impact sur l'eau, finalement on ne le voit pas et on ne le connaît pas. Ce sont l'alimentation, la mobilité, l'énergie, les biens de consommation, toutes ces choses que l'on fait chaque jour sans avoir finalement conscience que ça a un fort impact sur l'eau. Voilà. Ok, donc vous avez créé une association IDEO en partant de ce constat, et quelle est votre action au niveau juridique et au niveau du grand public? Alors voilà, l'idée c'est de lier effectivement la proposition des droits de la nature et en les incarnant sur le fleuve Rhône, et en faisant une proposition pour que l'opinion publique, pour que la société civile s'accapare cette thématique et la soutienne. À l'association, on part du principe que d'une part, il y a à informer, comme on vient de le dire juste avant, sur ces usages de l'eau où on ne sait pas vraiment quelle est notre responsabilité, notre impact, et on part du principe que le faire savoir finalement va faire changer les choses pour qu'il y ait des changements individuels et collectifs qui s'opèrent au plus grand nombre, parce qu'on estime que là aussi il y a urgence et que une minorité de convaincus ne pourra pas faire levier et qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible à prendre conscience que cette ressource nécessite protection et nécessite action. Centrer notre action autour de l'eau douce, pour nous, c'est un gros avantage parce que l'on peut parler de toutes les problématiques et les enjeux de nos sociétés, finalement, même au-delà directement uniquement de l'eau, c'est-à-dire le changement climatique, la santé publique, la mobilité, les conditions de travail, les conditions de la femme, c'est aussi une question très féminine, énormément de territoires. Et donc l'idée a été pour nous de matérialiser ces actions par le débat autour de la reconnaissance d'une personnalité juridique sur le fleuve Rhône. Pourquoi ? Parce que notre association est basée à Lausanne, directement sur le fleuve Rhône, et que c'était un joli symbole, parce que quand on descend, mais j'allais dire on peut le faire avec tous les fleuves, quand on descend un fleuve de son glacier à son delta, on va rencontrer toutes les problématiques liées à l'agriculture, à la consommation, à la pollution, au plastique, et finalement c'est un formidable trait d'union entre les territoires et entre les populations de ces territoires. Et finalement, quoi de mieux qu'un fleuve pour nous démontrer qu'on est tous finalement reliés les uns aux autres et qu'on est tous sur le même habitat
et malgré tout, on a un droit qui est un droit de propriété, pas un droit d'usufruit. On a un droit qui est un droit de réparation, encore, mais en tout cas pas de protection et d'anticipation, et que cette révolution nécessaire au niveau juridique, c'est ce qu'on estime, ne pourra se faire que par un soutien populaire massif, et donc une explication, une vulgarisation de, finalement, l'appel du Rhône, ou en tout cas une reconnaissance juridique au fleuve Rhône, peut influencer et influer sur la vie de tout le monde et de tous les jours. Il faut qu'on cesse cette transformation de nature en déchets. Il faut qu'on redevienne et qu'on arrive à faire sous le modèle d'un système d'un écosystème, finalement, où rien n'est gâché. Il faut qu'on fasse notre économie, une économie symbiotique, une économie régénérative sur ce modèle-là. Et à l'association, on estime qu'il y a deux ingrédients majeurs pour cela. Un outil, la reconnaissance juridique d'un fleuve, mais au-delà de ça, le droit à la reconnaissance du droit de la nature, et le catalyseur. Et pour nous, le catalyseur, c'est tout à chacun, c'est nous tous qui devons prendre conscience de notre pouvoir, et que cette intelligence collective, que cette force collective puisse se mettre au service de cette cause, pour faire en sorte que, bien sûr, il y aura des problèmes techniques pour faire cette révolution du droit. Bien entendu, notre droit suisse n'est pas du tout adapté à la lutte contre le changement climatique, mais vraiment pas. Peut-être même moins que celui français. Donc on a besoin de cette révolution, et pour qu'il y ait cette révolution, on a besoin d'un soutien massif. Et donc notre association a cet objectif-là et ce but-là, c'est de vulgariser cette notion-là pour qu'elle puisse infuser auprès de la société civile. Oui, super. Le changement viendra de l'éducation et des citoyens en premier lieu, je pense aussi. Et je crois que Camille est de retour avec nous. Est-ce que Camille, tu as pu entendre le témoignage de Frédéric? Si tu veux rebondir et revenir sur votre action avec l'appel de la Loire. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, super. Passé par un ordinateur. Comme je réglais des problèmes techniques, j'ai peu entendu, hélas, l'intervention précédente. J'ai entendu celle de Valérie Cabanès, sur laquelle je voulais justement revenir. Vous dire donc que oui, on a lancé ce processus. Ça part d'une perspective qui est celle d'une perspective de recherche, et ça vient depuis le monde de l'art, un peu comme on a vu dans les dernières années des procès fictionnels, des procès qui ne peuvent avoir lieu en réel. On part en quelque sorte d'un scénario de fiction où on imagine que la Loire sera reconnue personnalité juridique, et on essaye d'auditionner différents experts pour essayer de voir quel monde se dessine à partir d'un monde juridique où les éléments de la nature auraient accès à ce statut de sujet. Ça c'est la démarche. C'est donc celle que nous nourrissons avec des interventions de Bruno Latour. Valérie Cabanès devait intervenir également, des gens comme Mathieu Duperex, Philippe Descola, enfin d'autres, où on essaye de voir depuis l'intérieur du droit moderne, donc pas un droit, si vous voulez, ou pas une cosmovision indigène ou animiste, ou une ontologie animique, comme disait Descola, pas depuis cette perspective-là, mais depuis l'intérieur d'un droit moderne. Est-ce qu'il est possible de modifier ces paramètres? Et si nous modifions ces paramètres, qu'est-ce qui se passe? Quel monde ça dessine? Voilà vraiment l'objectif, si vous voulez, l'hypothèse que l'on poursuit. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Valérie, pour que celles et ceux qui nous écoutent prennent bien conscience que nous touchons en fait aux profondeurs, en fait aux racines d'un héritage moderne, et que par le droit, mais en fait par tous les moyens, il va falloir le modifier, le bouleverser, le transformer. Et ces racines très très profondes que Valérie Cabanès évoquait, et qui partent notamment de cette coupure du monothéisme, eh bien, elles s'organisent comment? Elles s'organisent, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi cette summa divisio, c'est vraiment la coupure des modernes entre d'un côté un monde des sujets et de l'autre côté ce qui est relégué du côté des objets. Et la nature, à partir de là, passe du côté des objets à partir d'une coupure moderne qui va prendre des siècles. Hein. C'est pour ça que là, on est vraiment sur un vortex qu'il va falloir transformer, changer. Heureusement, on a les visions et les cosmovisions animistes pour nous aider
mais en tout cas, on touche à quelque chose de très profond dans l'héritage des modernes, c'est cette coupure. Et il faut la manière que Christopher Stone a de la pensée, je crois que ça doit également nous inspirer, c'est que beaucoup d'êtres humains, au fil de l'histoire, ont été traités comme des objets. Et ces êtres humains ont été émancipés. Ils ont acquis le statut de sujet. Ils ont été affranchis. On voit bien que le droit a une plasticité qui permet de transformer quand il y a des questions éthiques majeures qui apparaissent. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que pendant des siècles, les esclaves étaient traités comme des biens, des goods, des choses, que les femmes étaient également traitées comme des biens appropriables par toute une histoire du patriarcat, etc. Et donc, on voit très très bien que la plasticité du droit permet de faire passer des entités de la colonne des objets ou des demi-sujets, si vous voulez, à la colonne des pleins sujets de droit. Et c'est vraiment le monde, la bascule moderne que l'on a à organiser par tous les moyens. Alors nous, on part de la Loire, mais en fait, il va falloir partir de tous les territoires, de tous les écosystèmes, afin que celles et ceux, et je parle ici des non-humains, qui étaient traités comme des objets, des choses, puissent basculer du côté des sujets pour rentrer dans ce champ de force, dans ce champ de négociation, pour négocier en quelque sorte avec les humains les termes de la coexistence ou de l'habitation terrestre. C'est vraiment cette bascule très 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 profonde et il faut la voir en siècles, je dirais presque en millénaires en fait. Et il faut la faire très très vite pour que les éléments de la nature puissent accéder à la table des négociations. Merci pour cette brillante explication, Camille. Je pense que là, nous avons tous compris, les internautes et moi aussi, parce que c'est pas toujours évident à appréhender ces sujets sur la juridiction de la nature. Est-ce que Valérie, souhaites-tu rebondir sur ce qui vient d'être évoqué? Avec plaisir. En fait, ce que je voudrais surtout pour les internautes, c'est donc de prendre conscience que ce sujet qui était effectivement un sujet débattu au départ de façon un peu intellectuelle est en train de s'incarner à travers des expériences comme celle de la Loire ou du Rhône, et qu'il y a des actions comme ça qui sont menées partout au niveau européen. Et je fais partie de l'Alliance mondiale des droits de la nature qui regroupe 150, 200 associations ou personnalités qui œuvrent pour la reconnaissance des droits de la nature dans le monde. Et on a décidé cette année de créer un réseau européen pour coordonner nos actions partout en Europe. On lance un site web le 15 juin qui va permettre de mettre en lumière, d'une part, le travail de toutes ces associations en Espagne, en Suède, dans les Balkans, au Portugal, en France, en Angleterre, en Écosse, et qui va, ou même aux Pays-Bas, et qui va lancer donc des campagnes de sensibilisation et de revendication pour des écosystèmes très précis sur lesquels des populations, pour lesquels des populations tentent d'obtenir des droits. Donc la mer Baltane, les rivières, les 800 rivières des Balkans qui sont en train d'être asséchées par des barrages, le Rhône, la Loire, mais aussi en France. On a des associations qui travaillent sur la Seine, qui travaillent sur la Vilaine en Bretagne, qui travaillent sur la Drôme. Il y a même un conseil municipal, une liste au municipal en ce moment dans la ville de Cré qui a proposé de reconnaître la personnalité juridique de la Drôme. On va mener une campagne pour les Calanques. La Corse, l'Assemblée territoriale de Corse est en train de réfléchir à un pacte de la Corse sur les droits de la nature. Pour vous montrer que c'est en train, comme l'a dit Camille, d'émerger partout. Et ce qu'il faut aujourd'hui, donc, c'est montrer que ces forces se rassemblent. Et nous organisons un tribunal des droits des systèmes aquatiques lors du congrès de l'IUCN, de l'Organisation internationale de conservation de la nature, qui a été reporté en janvier 2021, du 7 au 15 janvier. Et nous allons donc présenter véritablement avec des juges de la société civile, mais nous allons présenter des cas d'atteinte grave à des écosystèmes européens et revendiquer donc
essayer d'imaginer, comme Camille est en train de le faire avec l'expérience de la Loire, pour tous ces écosystèmes, donc d'aller chercher des scientifiques, des écologues, des citoyens, pour témoigner et expliquer en quoi il faut protéger le rôle de chacun de ces écosystèmes et représenter ces écosystèmes finalement en justice. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est loin d'être juste une utopie romantique, c'est vraiment une révolution qui est en train de se mettre en œuvre, et je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il y a une urgence à ce que l'on se rassemble autour de ces idées-là, et moi je mène mon plaidoyer auprès des politiques français, puisqu'il y a quelques oreilles qui, au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée et du Sénat, sont sensibles à ces questions et tentent régulièrement donc d'amener ce débat sur la table de est-ce que l'on peut enfin reconnaître la nature sujet de droit. Voilà. Oui, on a vraiment besoin de vous donner plus de visibilité, plus d'écho auprès du grand public pour qu'il y ait une adhésion globale à ces luttes de chaque association pour l'Alliance mondiale des droits de la nature notamment, et chacun sa manière de communiquer. On a Fanny qui nous passe, facilitateuse graphique, des images et des dessins, voilà, pour résumer un peu ce qu'on est en train de dire, parce que chacun a sa manière d'absorber les informations et chacun sa compréhension. Je crois que Camille veut réagir à ce que tu viens de dire, Valérie. Oui, et prolonger aussi l'action de Valérie et ce qu'elle dit. Je voudrais simplement témoigner de ce qui ressort de nos maintenant quelques mois de travail avec la commission des auditions pour un Parlement de Loire. On en est à la deuxième journée publique. Il va y en avoir encore deux autres. Ça a été un peu interrompu suite à la pandémie. C'est un travail qui se poursuit. Il y aura une publication, mais simplement déjà partager avec vous pas des conclusions, mais plutôt ce qui s'ouvre comme perspective. Et c'est vrai qu'en discutant aussi avec les juristes de notre affaire à tous qui travaillent avec Valérie Cabanès, il m'est apparu, enfin j'ai demandé si oui ou non une telle approche était validable, mais il me semble qu'il y a deux branches. Il faut que celles et ceux qui nous écoutent le comprennent bien, à ces réformes institutionnelles qui permettent de rééquilibrer entre les droits des écosystèmes, des milieux et les droits humains, ou plus exactement, pour être très clair, les droits du capital, non pas les droits humains, mais les droits du capital, le droit des entreprises, le droit des affaires, etc., pour rééquilibrer et pour même déséquilibrer autrement, pour permettre aux éléments de la nature les Anglais diraient fight back, de se défendre en retour contre les assauts qui leur sont faits. Il faut comprendre qu'il y a deux branches. Il y a une branche qui relève de la personnalité juridique des éléments de la nature qui va leur permettre de se défendre en leur nom propre, avec des mécanismes de représentation juridique, de représentation légale, comme ça a été pensé notamment en Nouvelle-Zélande avec le fleuve Whanganui, mais d'autres manières. Il y a donc ça qui relève plus du droit des choses devenant sujet ou du droit d'un droit privé, d'un champ de force entre des sujets. D'accord? On va pouvoir donc, grosso modo, mener des combats. Les forêts, par elles-mêmes, pourront aller devant les tribunaux, d'une certaine façon. Et ça pose tout un tas de questions, et c'est ça ce sur quoi on travaille. Si ça vous intéresse et si on a le temps, on en parlera. Mais en tout cas, c'est cette première branche, c'est le droit des éléments de la nature comme personne morale, comme personne juridique, comme sujet. L'autre branche, à laquelle Valérie Cabanès travaille également, elle est plus pour moi institutionnelle. C'est comment est-ce qu'on réorganise nos institutions publiques pour que la loi commune soit décidée non plus seulement entre des humains qui se battent les uns les autres avec des intérêts divergents, mais ce que j'appelle une biocratie, en reprenant le terme des sciences humaines d'un sociologue américain, d'un politiste américain. Cette biocratie, ce serait un souverain étendu, un souverain compris comme des humains et des non-humains, ensemble, négociant la loi. Et ça veut dire de faire rentrer partout, dans toutes nos échelles institutionnelles, territoriales, régionales, États, nations, internationales, etc., Europe, des représentants des écosystèmes ou des milieux
Et là aussi, ça pose tout un tas de questions qui sont vertigineuses pour savoir qui pourra parler au nom d'eux ou représenter, ou si ce n'est représenter, parler depuis les intérêts de la nature. Et il faut bien comprendre que c'est un changement assez profond par rapport aux actions qui étaient menées jusque-là, qui étaient souvent conçues comme des actions d'humains prenant le parti des éléments de la nature, mais les protégeant. Là, on aurait une situation juridique nouvelle avec les deux branches que je vous décrivais, où ce seraient les éléments de la nature par eux-mêmes qui auraient les instruments juridiques pour faire appel à. Donc c'est vraiment nature defending itself, comme disent les slogans souvent des activistes. C'est nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Là, c'est la nature désormais qui juridiquement, dans les institutions et dans des sujets de droit, pourrait se défendre. Frédéric, est-ce que toi, tu veux aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit sur votre action? Concrètement, on a des questions d'internautes qui se posent des questions et qui nous demandent, par exemple, est-ce qu'on peut interdire le rejet des déchets industriels et chimiques dans l'eau, tout simplement, c'est pas si simple, sinon ça aurait été déjà mis en place depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez un point d'action sur cette pollution sur les fleuves? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec IDEO? Concrètement, déjà, c'est de dénoncer et de faire savoir les véritables externalités de nos actions et de cette économie de croissance. Typiquement, alors l'eau en plus c'est un sujet, c'est un droit compliqué puisqu'il va dépendre des usages. Enfin, le droit de l'eau est très très complexe. Et donc, qui dit complexe dit difficilement défendable. Donc, c'est avec l'association, notre rôle, c'est on l'a bien entendu précédemment, il y a des enjeux majeurs, il y a des enjeux importants, il faut faire une révolution juridique. Ça ne se fera pas tout seul. Il y a des questions techniques. On est en train de les énoncer. Camille a parlé des deux voies possibles. Il y en a peut-être encore d'autres. Il y a aussi la défense du droit, enfin de la nature par elle-même. C'est clairement, mais il faut pas le délier, je pense aussi, de notre avenir de l'humanité. Sans maison commune, sans droits fondamentaux, on pourra pas faire grand-chose. Donc les générations futures sont aussi à défendre. Bref, nous on part du principe à l'association, on a des juristes, mais on n'est pas spécialiste du droit. Mais on a notre rôle, c'est d'agiter, de mobiliser, de fédérer les énergies. De montrer que finalement on a besoin d'un outil. On a besoin. Je voyais une intervention nous demandant qu'est-ce que l'on peut faire pour interdire telle ou telle pollution. Pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Si on parle des pesticides, c'est à nous, associations, particuliers, chercheurs, de démontrer qu'une molécule qui est mise sur le marché, elle est problématique. Pourquoi? Il y a plein d'explications à cela, parce que les tests qui sont faits sur la mise sur le marché ne tiennent pas compte de l'épigénétique, que la dose journalière admissible est excusez-moi l'expression, une fumisterie sans nom. Bref, on s'aperçoit que finalement tout est fait dans ce jeu actuel pour que finalement on amasse, on cumule, on extrait et on gagne assez rapidement d'argent pour une minorité. Si on veut faire cette révolution, on a besoin de pédagogie, on a besoin d'informer, on a besoin à ce que les artistes, les scientifiques, les entrepreneurs se réunissent et puis se disent stop en fait. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de dire stop, de siffler cette fin de partie? C'est un outil qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire les droits de la nature. Pour nous, à l'association, on a fait le constat que le politique n'agira que s'il y a une pression. Pour l'instant, elle vient plutôt des multinationales, elle vient plutôt du marché. Et puis on voit bien la reprise économique après le confinement ou ce que cela fait. Elle viendra pas des multinationales pour l'instant, sans qu'il y ait rééquilibrage de ces sans qu'il y ait rééquilibrage. Et donc un moyen, et peut-être même le seul qui nous reste, c'est effectivement que la justice joue un rôle prépondérant. Mais pour cela, on a besoin de la changer. Et elle ne changera que si on a une force populaire, une initiative collective. Et nous, à notre association, c'est cela, c'est de dénoncer ce qui est fait actuellement, de démontrer qu'on peut faire les choses déjà autrement. Et si on veut en fait de libérer toutes ces énergies, parce qu'il y en a partout, et si on évitait de mettre de l'énergie dans des technologies mortifères, et plutôt qu'on les mette dans des énergies régénératives, dans de l'ingénierie régénérative et faire une économie régénérative, pour cela on a besoin d'outils. On a besoin d'un outil qui nous contraigne et qui nous encourage.
Et les droits de la nature a cette chance-là, c'est que si on y arrive, à la fois elle pourra contraindre ce système actuel et elle pourra encourager à nouveau en libérant les actions. Donc voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que défendre la nature, c'est se défendre soi-même, et pas forcément pour les générations futures, parce qu'on est l'une des générations pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un degré d'urgence qui est important, qui est nécessaire. On parle des générations futures depuis les années 90, depuis ce fameux développement durable. On n'a jamais consommé plus de ressources sous couvert du développement durable, parce que les générations futures, finalement, c'était toujours celles d'après. Ben non, on est arrivé à un moment où c'est pas celle d'après, c'est celle de maintenant, celle de nos enfants et la nôtre. Merci Frédéric, vous êtes de magnifiques ambassadeurs de la cause des droits de la nature. On va bientôt conclure cette émission. Je vous donne 1 minute chacun si vous le souhaitez pour voilà faire votre conclusion pour les internautes, pour leur donner envie de suivre le mouvement. Valérie, à toi l'honneur si tu veux conclure avec. Tu avais une lecture, pardon. Ce que je Oui, parce que je voulais dire en fait, c'est que pour arriver à comprendre, il faut le sentir intimement, et en fait, il faut sentir quelque chose de fondamental qu'on a oublié. Quand on dit on est la nature, on est un des éléments de la nature, et on parle de l'eau beaucoup depuis tout à l'heure, et en fait, le fondement, le socle de la vie, c'est l'eau. Et nous sommes eau. Alors, si vous voulez, je peux vous lire, j'essaie de le faire vite, un petit poème que j'ai écrit parce que aussi ça passe par l'émotion pour comprendre et pour s'engager. Hein, il faut le vivre intérieurement pour pouvoir ensuite l'incarner. Donc, ça vous dit? Vous voulez que je vous lise ce petit poème? Super, on va conclure avec ça. Je vous remercie Camille et Frédéric, et on va conclure avec cette lecture de Valérie. Merci infiniment. On va suivre vos actions, et moi je vais porter fièrement ce message sur les océans lors de mes courses également. À très bientôt. À toi Valérie. Je suis eau. Je suis atome d'oxygène, atome d'hydrogène. Je suis la source. Je suis l'arbre de vie. Je suis bactéria, archaée, eucaryote. Je suis le glacier, je suis le lac, je suis la rivière, je suis l'océan. Je suis micro-organisme, je suis tétrapode. Je suis plante, je suis champignon, je suis animal. Je suis liquide amniotique, je suis lymphe, je suis sang, je suis corps, je suis l'eau, et l'eau est moi. Je suis la vie, et la vie est moi. Moi, humaine, je ne suis que parce que tu es. Ton flux me traverse et m'irrigue, il m'hydrate et me nettoie. Ton flux traverse et irrigue l'arbre, il m'oxygène et m'apaise. Ton flux traverse et irrigue la plante, elle me nourrit et m'anime. Ton flux traverse et irrigue les paysages, il me protège et m'émerveille. Je suis eau, je suis arbre, je suis plante, je suis paysage. Je n'existe que par eux, j'ai le droit à la vie. Pourquoi pas eux? Nous sommes liés, interdépendants, interconnectés. Nous sommes le vivant, nous sommes la nature. J'ai des droits, la nature a des droits. Devant le juge, je serai ta voix, c'est mon devoir. De ta survie dépend mon toit. Voilà, merci. Merci infiniment, c'est absolument magnifique. Et écoutez, on va se quitter sur ce magnifique poème avec de la musique. Nous partons au Maroc, c'est ça Nico ?